France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Malgré des siècles d'histoire de l'art, de philosophie et de sociologie, on entend encore souvent dire que l'art est désintéressé. On parle de l'art pour l'art, du génie kantien, ce talent naturel qui donne ses règles à l'art. Il y a là une mythologie de l'inspiration qui donne à l'art cette mystique si particulière, qui se placerait presque comme un acte de résistance contre un monde qui corrompt. La littérature multiplie les figures de l'écrivain solitaire, dans sa tour d'ivoire ou se promenant seul, véritable ermite dont l'épopée intérieure et métaphysique se traduit presque organiquement en œuvre d'art. Pourtant, une telle idéalisation de l'écrivain et de sa production ignore la réalité de l'insertion de la littérature dans un circuit marchand. Comme l'expliquent Gilles Deleuze et Hélène Cixous dans ce numéro de dialogue de Roger Pilaudin, enregistré à l'Université de Vincennes en 1973, il y a une véritable forme marchande de la littérature, à laquelle il est impossible d'échapper. Le roman est l'exemple par excellence de ces formes codées, très sages, peu propices à la création de sens nouveaux et d'une expérience radicale. Qu'en est-il alors des grands auteurs, des grandes œuvres ? La littérature est-elle condamnée à tourner en rond, à n'être qu'une forme marchande parmi d'autres ? La réponse selon Deleuze est non. Les grandes œuvres fonctionnent comme des colis piégés, dissimulant, camouflant dans la forme marchande quelque chose de tout à fait autre. Difficile néanmoins d'imaginer une œuvre qui échapperait complètement au circuit marchand. Peut-être serait-elle alors, dans sa différence radicale, illisible pour les humains conditionnés que nous sommes. Une émission entre théorie littéraire, philosophie de l'art et linguistique donc, diffusée pour la première fois le 11 septembre 1973 sur France Culture. Faculté de Vincennes, juin 73. Bon, on est tous, hein, c'est pas parce que nous, on a ce truc qui... Hélène Cixous. Très pénible, enfin. Ça ressemble à une sorte de... Je vous assure, c'est... Moi, j'ai jamais vu de mitraillette, mais enfin, ça ressemble à quelque chose qui vous tire dessus. Il y a un petit œil au milieu. Gilles Deleuze. C'est chaud. Et de quoi on parle là? Ce sera tout à fait comme à la radio. On peut faire comme dans le quai, déjà du silence. Dans l'ambiance sonore de la faculté, entre l'appel d'un meeting au loin et le passage incessant d'étudiants dans les couloirs, sont réunis Hélène Cixous, écrivain, auteur de plusieurs romans dont le dernier tome vient de paraître aux éditions du Seuil, et Gilles Deleuze, philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont La logique du sens, et co-auteur avec Félix Guattari de l'Anti-Oedipe publié aux éditions de Minuit en 1972. Tous les deux sont professeurs à Vincennes. Ce sont les étudiants qui prennent immédiatement la parole pour dialoguer avec eux. Je prends la parole peut-être simplement pour l'instaurer, enfin... Alors, s'il s'agit de penser, une pratique qui serait celle de la description de textes littéraires ou d'autres textes peut-être, dans ce cas-là, je pourrais demander déjà à Gilles Deleuze comment il pense le rapport que je pourrais expliciter ainsi, le rapport entre un quelque chose à définir, enfin il est mieux placé que moi pour le faire, qui machinerait dans le texte ou le texte, et d'autre part ce que j'appellerais le texte en tant que reprise, au sens fort, au sens où quelque chose s'y trouve repris par des formes codifiées, par exemple celle de la langue, enfin celle de la manifestation linguistique. Comment
donc, articulez-vous. Ce qui me paraît pouvoir être défini, au moins a priori comme ça, comme deux niveaux distincts. D'une part, donc, le lieu ou sa machine, si je puis dire, et d'autre part, la manifestation linguistique comme ensemble de formes codifiées à fonction éventuellement de reprise et donc de répression, si vous voulez. Oui. Mais il me semble que la question telle que je la comprends, ça revient à dire, dès qu'il y a littérature, il y a une forme marchande de la littérature. Un code littéraire, c'est en même temps ce par quoi la littérature est une marchandise, un codage, c'est un procédé d'inscription qui définit quelque chose comme marchandise et circulation de marchandises. Alors si je transforme la question qui vient d'être posée en termes plus clairs pour moi, ça donnerait qu'est-ce que c'est au juste que la forme marchande de la littérature, ce qui n'est pas la même chose que la forme marchande d'un autre produit. Alors par rapport à ça, il y a des auteurs qui évidemment travaillent dans la forme marchande de la littérature. Bien, pas de nom. Mais encore récemment, je crois, le vœu des auteurs, c'était se faire éditer. Donc, ce qu'on appelle un grand auteur, c'est un mauvais mot, grand auteur, mais ce qu'on appelle un grand auteur, c'est quelqu'un qui, en tout cas jusqu'à il y a peu de temps, pensait pas se passer de la forme marchande de la littérature. Mais d'une certaine manière, il pensait, ou même il pensait pas, il le faisait sans y penser, il pensait piéger le colis. C'est-à-dire, à travers cette forme marchande, faire passer quelque chose de tout à fait autre. Alors, là aussi, je me dis, d'après les pays, c'est très différent. Ça me frappe bien à quel point la littérature française, c'est quand même une littérature qui, de tout temps, a été extrêmement sage, c'est-à-dire très très codée. C'est vraiment une littérature de code. Même quand un Français voyage, les voyages d'un Français, c'est très frappant. C'est encore des voyages codés. Et s'il n'arrive pas à se coder d'après le code français, il faut toujours qu'il se réclame là d'un code, ou bien universel, ou bien d'une autre nature, etc. Dans une littérature, et je ne parle pas de phénomènes récents, mais dans des choses comme la littérature anglaise ou américaine, il me semble que la fonction de piéger le colis, de faire couler à travers la forme marchande quelque chose qui est tout à fait d'une autre nature, c'est-à-dire ce que j'appellerais par commodité des flux, une espèce de flux, des trucs qui coulent là, à travers des codes, et ils s'échappent aux codes, des espèces de lignes de fuite. Ça doit commencer, il faudrait chercher, là je suis ignorant complètement, ça commence avec Tom Jones. On n'a pas l'équivalent en France. Espèce de l'acte de naissance du roman, je crois, c'est à la fois inventer une forme marchande déterminée, et en même temps, par là même, par contre-coup, créer des lignes de fuite d'un type nouveau, des fuites, des flux. Chez Thomas Hardy, ça me paraît aussi très fascinant. Alors je ne parle pas après c'est encore plus évident. La littérature anglo-américaine, il me semble, elle fait partir quelque chose. Elle le fait glisser sous les codes, ça, à la lettre, ça fiche le camp, là, ça s'en va. C'est pour ça que c'est pas une littérature du signifiant. Les Anglais ne connaissent pas ça. Moi, je dirais la question, mais je ne sais pas si je suis même en train d'y répondre. Ce serait, qu'est-ce que c'est cette forme marchande au juste? Et qu'est-ce que c'est, et quand on parle aujourd'hui, si l'on parlait d'une contre-culture, qui par opposition au code, consiste précisément à faire couler des flux non encore codés, ou même, dans l'idéal, incodables, qui à la limite sont même plus des flux d'écriture, sont peut-être des flux d'autres choses, ou sont mélangés en flux d'écriture et flux d'autres choses, tout ça. Ce qui m'intéresserait presque, c'est, au point de vue même d'auteurs très classiques, quand ils ont du génie, comment les deux coexistent. C'est-à-dire comment la forme marchande est offerte au lecteur, et puis là-dessous, il y a quelque chose qui est la seule subversion réelle, qui est branchée dans des domaines complètement différents, aux besoins des domaines révolutionnaires, pas seulement en langage,
il y a quelque chose d'autre. Et généralement, ce quelque chose d'autre, moi, il me semble, c'est évalué au rire. Je prends des exemples comme ça. Beckett. Beckett, il y a une forme marchande qui est bien connue chez Beckett. Et généralement, cette forme marchande, c'est la même que celle par laquelle le lecteur réagit en disant l'angoisse, le monde de l'incommunication, etc. Puis là-dessous, sous ce code, ça c'est des trucs complètement codés, vous comprenez, l'angoisse, l'incommunication, c'est abominable tout ça. Là-dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une espèce de flux, il y a 1000 sortes de flux qui forment et qui doivent susciter chez tout auteur, chez tout lecteur normal, mais une immense rigolade. C'est-à-dire la seule question qu'il y a à se poser quant à Beckett, c'est qu'est-ce qui te fait rire toi dans Beckett? Qu'est-ce qui me fait rire moi? Alors on s'aperçoit en effet que c'est pas les mêmes choses qui font rire celui-ci ou celui-là. Mais je crois que cette espèce de puissance de rire, c'est déjà une puissance qui est du côté des contre-codes. Ou bien je pense à un auteur, là, un autre auteur, que ce soit Kafka. Kafka, sa forme marchande, c'est très simple. En gros, c'est la lettre au père. Du coup, je fais un petit pas en avant de terminer. Mais je crois que la forme marchande de la littérature, elle est très liée au rapport du roman avec la famille. Proust et sa maman, ça c'est la forme marchande. C'est pas que ça n'existe pas dans Proust, ça existe. C'est la forme marchande. La Madeleine, la Madeleine de Combray, la forme marchande de la recherche du temps perdu, ah ma maman, etc. Bon, ça c'est parfait. La culpabilité aussi, l'homosexualité coupable, tout ça c'est du codage. Bien plus, il fait la théorie de ces codes-là. Puis là-dessous, il fait passer quelque chose qui est d'une nature complètement différente. C'est-à-dire qu'il y a votre choix de l'inhumain, du non-humain, du surhumain. Quand il se met tout d'un coup à dire « Mais non, la sexualité, c'est pas affaire de culpabilité, la sexualité, c'est affaire de plante. C'est une affaire végétale. » Drôle d'idée, ça. Tout d'un coup, quelque chose coule sous les codes. Vous me direz que les végétaux, c'est encore un code. Oui. Mais c'est un contre-code par rapport à la forme marchande de la littérature. Là, il y a quelque chose tout d'un coup. La preuve, c'est que les lecteurs, quand ils n'ont pas de bonne volonté, ils s'arrêtent avant, ou bien ils ne remarquent pas ces pages-là. Dans Kafka, la lettre au père, ça c'est bien, tout le monde s'y reconnaît, c'est la forme marchande. Qu'est-ce qui fait passer là-dessous? Qu'est-ce qui fait passer là-dessous comme devenir inhumain, comme devenir animal? La métamorphose, on voit très bien la forme marchande, tout le monde comprend. C'est le roman familial. Il y a un enfant, il y a son papa, sa maman, sa petite sœur, etc. Je ne dis pas que ça suffit à définir la forme marchande, je suppose que ça nous permettrait seulement de définir ça, le contenu de la forme marchande. Alors là-dessous, Kafka, il fait passer des choses très très étranges, des flux absolument inassignables, où l'on ne peut plus dire ça c'est ceci, ça c'est cela. Et c'est ça en même temps qui forme le comique de Kafka. Moi je crois que rire, c'est toujours assister à, c'est réagir à un décodage. Rire, c'est regarder couler quelque chose là qui n'est pas codable. Où on se dit mais à quel code ça renvoie. Alors là, ça c'est le grand rire, c'est le rire de Nietzsche, c'est le... Voilà, alors moi je crois que ça s'articule comme ça, forme marchande de la littérature, littérature non marchande. Hélène Cixous ? Bon, je suis assez d'accord avec l'appel à l'intervention de la famille, dans la mesure où s'équivaut famille et moi. Bon, enfin, c'est toujours le même système. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la possibilité de s'approprier. Alors, quand tu parlais tout à l'heure des génies qui, en même temps, sont capables de codage classique, j'ai l'impression que, en fait, tous les textes dits illisibles, considérés comme illisibles, finissent par tomber dans le lisible. Et je trouve que Beckett a ça. Beckett a un certain côté qui est un côté répétitif, recommençant, qui permet, au bout d'un certain temps, au bout de 4 ou 5 livres, par exemple, une familiarisation, et si bien que lui-même est en train, comme ça, d'installer à l'intérieur de son propre terrain un système de code, et puis petit à petit, on finit par avoir une sorte de prise. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, que de l'autre côté, il y a ce que tu décrivais comme l'inassignable, ce qui échappe.
Alors, malgré tout, on peut s'inventer comme ça, même devant des textes de ce genre, des illusions au moins de familiarité ou d'identification possible. Alors, il faudrait imaginer ce qui échapperait totalement à ça, si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible. C'est-à-dire une œuvre qui serait faite d'une multiplicité de morceaux absolument différents les uns des autres. Moi, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, enfin, mais je pense que... Hein? Je comprends bien la question, mais j'aurais presque tendance à répondre. Ce que tu cherches, ça existe déjà. Je prends le cas célèbre de Artaud. Je trouve qu'il y a quelque chose de très scandaleux à dire non, Artaud, c'était pas un malade, c'était pas un schizo. Il avait trop de génie pour ça, ou trop de je sais pas, ou trop de signifiant pour ça. Pourquoi c'est scandaleux? Parce qu'à la lettre, il n'y a aucune raison de faire d'Artaud une idole. Moi, j'ai le sentiment que Artaud, il n'y en a pas un, il y en a 40, il y en a 100, il y en a 200 à la même époque. Il y en a 200 seulement, ils sont dans les greniers d'hôpitaux. Des types qui, à la même époque, ont fait des choses que nous aurions toute raison de dire aussi belles, aussi fantastiques, etc. Mais il suffit de regarder dans les hôpitaux avant que ce soit jeté des bouts de papier de schizo pour voir enfin ce que c'est que cette littérature. Il ne faut même pas appeler brute, ou il ne faut pas appeler art brut, etc. C'est du flux pur. Alors, Artaud, lui, il a été en position d'être édité, récupéré, œuvre complète, etc. Par ceux-là même qui pourtant l'ont fort maltraité de son vivant. Bon, c'est rien. Mais encore une fois, il y en a plein comme ça. Il y en a plein qui n'ont pas été pris dans le circuit. Un jour, on peut tomber dessus dans un grenier. Quant à l'avenir, il n'y a pas doute, il me semble que la question se posera autrement. Foucault disait quelque chose de semblable. Foucault, il disait le rapport lecteur-écrivain aujourd'hui, ou pseudo-écrivain, il est en train de se renverser complètement. Je veux dire, dans la littérature bourgeoise, il est entendu qu'il y a une minorité de gens qui écrivent et beaucoup plus de gens qui lisent. C'est même ça qu'on appelle un public cultivé. Ce qui me paraît frappant aujourd'hui au niveau... Alors, ma génération, je crois, c'est une des dernières à fonctionner sur ce mode. Moi, ce qui me paraît frappant, en tout cas chez les jeunes gens que je vois, c'est le renversement. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a tendance à ce que tout le monde écrive et très peu de gens lisent. Et je crois que c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est un truc comme ça qui fera sauter le circuit marchand. Les types jeunes aujourd'hui, enfin beaucoup de ceux que je vois, ils me passent des trucs, ils se le passent. Ils n'ont pas tellement souci, là. Je crois qu'ils sont très sincères, édités. Il y en a encore beaucoup qui fonctionnent sur l'ancienne manière. Mais je crois ceux qui vraiment préfigurent une espèce d'avenir, c'est pas leur problème. Bien sûr, ils voudraient que ce soit connu. Mais ce qu'ils cherchent, c'est des circuits underground, évidemment, où on se passe des trucs, où ça circule, sans emprunter la forme marchande, une circulation non marchande. Je ne sais pas s'ils trouveront. Mais je dis que le fait que de plus en plus de gens écrivent, alors que de moins en moins de gens lisent, est un phénomène, mais capital, essentiel. Je vois bien ce qui fait la cassure là, des générations. Les types de ma génération, encore, ils ont fonctionné de tout temps sur un certain culte de la mémoire, la mémorisation. Et finalement, l'œuvre parfaite, l'œuvre idéale, c'était une œuvre totale, en sens qui mémorisait, qui capitalisait tout, si c'était possible. Un théâtre total, un art total, ou je sais pas quoi. Ça implique une certaine culture de la mémoire. Inutile de dire que la psychanalyse, c'est aussi une culture de la mémoire. Le marxisme, d'une certaine manière, c'est une culture de la mémoire. Ça mémorise dans le marxisme. Dans les partis communistes, ça mémorise. Moi, ce qui me frappe dans la contre-culture ou dans le gauchisme, c'est qu'ils retrouvent quelque chose qui a été étouffé au 19e, à savoir une espèce de culture, au contraire, de l'oubli. C'est du fond de mon oubli que j'ai quelque chose à dire.
David Cooper, là, dans son dernier livre, il dit quelque chose d'assez... Il a une bonne expression, il parle du tiers-monde intime de chacun. Alors c'est du fond de mon sous-développement, c'est du fond de mon oubli, qu'il faut que j'arrive à dire quelque chose. Ça, c'est quand même un phénomène, il me semble. Pas nouveau, parce qu'encore une fois, au 19e, dans les tendances, notamment dans les tendances socialistes, que le marxisme a écrasé. Il y a tout un appel, ou dans certaines tendances anarchistes, mais pas forcément anarchistes, il y a tout un appel à l'oubli, et même écrire à partir de l'oubli, lutter à partir de l'oubli, qui est tout à fait le contraire du schéma, ou des schémas que le marxisme a imposés ensuite. Alors le fait de contre-culture, ce serait de l'expérimentation, mais pas au sens où l'on parle de roman expérimental. On a un tout autre sens, je veux dire l'expérimentation en tant que ça s'oppose à l'interprétation. Dire là aussi, là, c'est ce qu'on appelle la culture bourgeoise, ça repose essentiellement sur ceci. Quelqu'un fait un geste, un clin d'œil, ça veut dire quelque chose. C'est la machine d'interprétation. Là aussi, c'est pas la psychanalyse qui l'invente. La psychanalyse, elle en profite, elle la conforte, elle en construit une encore plus forte et démente de machine d'interprétation, mais c'est la culture bourgeoise qui a toujours fonctionné comme machine d'interprétation. Or, au contraire, dans cette contre-culture, rien ne veut rien dire. Signifié ou signifiant, c'est la même niaiserie, tout ça. Il ne s'agit pas d'interpréter, il s'agit d'expérimenter. Alors qu'est-ce que ça veut dire expérimenter? Là, ça nous entraînerait peut-être trop loin, mais il me semble que là aussi, chez les Américains, c'est des auteurs de l'expérimentation. Par opposition aux Français qui s'offrent toujours, c'est comme des putains, quoi. Les Français, ils s'offrent toujours à l'interprétation. Interprétez-moi, interprétez-moi. C'est une espèce de machine conjugale. La conjugalité, c'est l'interprétation. Ah, t'as fait ceci, t'as fait ce geste-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il me semble que, actuellement, dans ce dessin d'une espèce de nouvelle littérature, qui est plus de la littérature, où il y a une espèce d'anti-interprétation, d'expérimentation. Alors écrire ne suffit plus, parce que, évidemment, écrire, c'est jamais une expérimentation suffisante. Écrire, c'est jamais expérimenter par soi-même. Écrire, c'est toujours mener une expérimentation d'une autre nature, qui n'est pas de l'écriture. Alors, tout ça, ça me paraît plutôt très rassurant, très consolant pour l'avenir. Je crois qu'en ce moment, il y a des tas de choses qui se passent. Hélène Cixous. Non, je sais pas, ce que tu dis, je suppose que je l'entends d'ailleurs comme tout le monde doit l'entendre, c'est-à-dire ça nous transporte automatiquement, exactement d'ailleurs comme tes textes, là où il n'y a pas encore là, tu vois. Oui, tu comprends. Bon. Parce que nous tous ici, toi aussi, moi aussi, on est tous justement dans le code de la culture, etc. On le sait, et même on passe une partie de notre vie à dire zut alors on y est, bon. D'abord, une chose, c'est que je suis pas tout à fait sûre, et ça, c'est une simple parenthèse, je suis pas sûre que l'expérimentation que tu décris, elle existe vraiment aux États-Unis. Moi, je crois que c'est pas tout à fait vrai. Je crois qu'il y a des problèmes, alors là, qu'il faudrait justement analyser très précisément, et je crois que c'est terriblement décevant, au contraire. Par contre, la circulation d'une écriture comme ça, qui ne se donne plus à acheter ou à vendre, etc. Bon, tout ça, c'est certainement très important. Parce qu'il n'y a jamais eu un interdit... Enfin, moi, je trouve qu'il y a un interdit très très puissant sur l'écriture en France. C'est vrai, elle est réservée. Bon. Alors, si tout le monde écrit, si tout le monde pouvait écrire, ce serait très bien. J'ai l'air de me caricaturer, et je le sais très bien en disant ça, puisque moi, par exemple, je publie. Et ça me tourmente. De toute façon, j'appartiens. Bon, biographiquement, j'ai une histoire qui, pour moi, se mélange avec l'histoire du colonialisme. J'ai une mentalité d'ex-colonisé, et je sais très bien que ça me détermine dans un très grand nombre de positions. Mais je sais aussi que, en effet, après moi, et dans les zones d'âge qui sont les vôtres, par exemple, eh bien, on peut très bien démarrer d'un tout autre lieu, que d'une certaine manière, j'envie. Et je me suis aperçue que j'avais, par exemple, à la production de mes textes, une relation qui était assez lâche. Par exemple, l'indifférence au texte d'avant, la disparition d'un texte comme ça nous est arrivé. Oui, c'est ma faute. Non, c'était pas ta faute. Je t'avais quand même passé. Enfin, c'est un texte que nous avons communément perdu dans des circonstances comiques. Il y a dans un quart de police où
où Gilles avait les menottes et donc ne pouvait pas tenir en main le manuscrit que je lui avais passé. Et à cette époque, je me suis vraiment posé la question de dans quelle mesure est-ce que je tiens à ce que j'ai fait. Alors j'en étais arrivée à me dire, maintenant je vais au fond écrire des choses que je ne ferai jamais paraître. Et évidemment, je me dis que le degré suivant, c'est qu'au fond, il faudra que je m'arrête d'écrire, quoi. Puis on dit écrire et en fait c'est idiot. Parce que moi, ce qui m'intéresse maintenant, et je pense que vous aussi, ça doit vous poser ces problèmes-là, je me demande, moi, si une certaine vie ne passerait pas de façon beaucoup plus bouleversante et plus avançante, plus rapide, par d'autres types d'inventions. Et je suis terriblement fascinée par ce que le cinéma n'a encore jamais fait, que je commence à apercevoir comme ça, mais de façon très 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 marginale. Et il faut aller en pèlerinage pour apercevoir vraiment des entreprises totalement déchirantes dans ces domaines-là. Ce ne sera rien que de la musique. Ce ne sera rien que des mots. Comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Une autre question dans la salle. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur l'intervention de Gilles Deleuze. J'ai été un peu surpris de vous entendre parler de code et de contre-code. Est-ce que ce que vous visez, par exemple quand on lit l'Anti-Oedipe, n'est pas quelque chose qui n'aurait rien à voir avec le code? En ce sens, je pense que vos propres définitions vont plus loin que ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant de contre-code ou contre-culture, etc., qui me paraît être un stade encore, disons, négatif et non pas véritablement positif et productif, qu'il s'agisse de l'écriture ou d'autres formes. L'autre question que je poserai est celle-ci. Vous avez parlé d'expérimentation, disons de certaines manifestation peut-être de, je ne sais pas comment l'appeler, de créativité ou d'écriture tout simplement, et vous semblez récuser l'idée que ça puisse entrer dans un circuit de communication, c'est-à-dire que ça devienne par exemple objet d'interprétation, comme vous l'avez dit. Alors pensez-vous que l'on doive produire en quelque sorte pour soi, et sinon, quelle forme de réception, je ne dis pas d'interprétation, mais quelle forme de réception peut-on envisager, si réception il doit y avoir encore? Oui. Et personne n'a envie de parler? Enfin, c'est une réflexion incidente. On trouvait qu'à l'époque où le samizdat en Russie est en train de se foutre en l'air complètement, c'était une position absolument élitaire de vouloir en faire de vouloir recommencer ça ailleurs, avec le même rôle d'ersatz que ça peut avoir au départ. Voilà ce qu'on trouvait. Puis d'autre part, on trouvait qu'il y a une forme marchande ici, ou pas? Oui. Avec ces petits micros et ces 2 personnes ou 3 personnes qui parlent. C'est bien ce qu'on a dit. Sans arrêt. Oui. Et je sais pas si les flux passent. Non, mais c'est très fascinant là ce que tu dis. Ça me plaît bien parce que, en effet, on se donne un lieu. On peut jouer à ça. On se donne un lieu, puis ça a du mal à démarrer. Puis au besoin, ça démarre pas du tout. Ou bien quelque chose passe. Tiens, ça se bloque. Ça passe plus. Ou bien jamais rien n'est passé. Ça arrive beaucoup dans les groupes drogués, ça. C'est presque ce qu'il faudrait appeler le blocage paranoïaque. Tout d'un coup, ils sont bien là, ils sont bien ensemble, et puis ça passe, l'espèce de courant passe. Puis, il y a un blocage. Il y a un paranoïaque dans le coin, là, qui se met à faire sa bouffée délirante. Là, c'est le drame, qu'est-ce qu'il faut en faire, alors?
Est-ce qu'il faut le sortir, l'expulser? Est-ce qu'il faut au contraire l'adorer comme le signe de Dieu? Très délicat tout ça. Alors, je dirais presque, qu'est-ce qui définit vraiment un contre-code? Je suis frappé quant à la littérature, ça a de toute manière rapport avec ce qu'on appelle ordinairement l'inconscient. Je ne sais pas quel rapport, mais c'est un certain rapport sûrement. Alors, il y a quelque chose qui me frappe toujours, parce que c'est quelque chose que, il me semble, dont on peut s'apercevoir de mieux en mieux. À quel point la psychanalyse, c'est un truc qui est fait pour, à la lettre, qui est l'ennemi de l'inconscient. L'inconscient, pour les psychanalystes, et peut-être aussi pour la littérature sous sa forme marchande, c'est l'ennemi à réduire. Et en même temps, il est toujours considéré comme étant déjà là. L'inconscient, il est par nature déjà là, on nous renvoie à notre petite enfance, etc. Et c'est en même temps ce dont on nous dit qu'avec l'interprétation, on te réduira ça, on arrangera ça. Hein? D'une manière ou d'une autre, tu maîtriseras ça. L'inconscient, c'est l'ennemi. Pour la littérature non marchande, et pour bien autre chose que la littérature, moi je crois, il faut renverser, il faut vraiment dire le contraire. Ça, il faut dire à la fois l'inconscient, il n'est jamais là. L'inconscient, à la lettre, il n'est jamais donné. L'inconscient, c'est quelque chose à produire. Or, on voit très bien comment au niveau d'institutions, au niveau de certains lieux, c'est pour ça que je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure, tout est organisé pour que l'inconscient ne puisse pas être produit. De l'inconscient ne peut pas être produit. Les circonstances ou les lieux où on peut produire de l'inconscient, c'est très rare. Par exemple, j'imagine que dans les poussées révolutionnaires, il y a une espèce de production d'inconscient qui est fantastique. Et pas de l'inconscient qui était déjà là, pas de l'inconscient qui attendait pour apparaître, mais c'est de la production active d'inconscient. La littérature sous les codes, la littérature flux, là aussi c'est de la production d'inconscient. Or dans un lieu, qu'est-ce qui empêche de la production d'inconscient? Je crois que c'est très simple, même dans l'organisation spatiale du lieu. C'est pour ça qu'on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur ce que Hélène disait, les micros, etc. Prenez par exemple des exemples simples là, d'écoles spécialisées pour enfants caractériels ou difficiles ou un peu schizo. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas difficile d'empêcher la production d'inconscient. Vous avez qu'à toujours faire des clivages, un clivage quelconque. Il y a le gosse qui est rapporté toute la journée à des éducateurs qui s'occupent de lui au niveau de l'enseignement, de la scolarité, des jeux. Et puis, le même gosse, il est rapporté à une instance supérieure, celle du psychothérapeute, chargé d'interpréter, encore une fois. Inutile de dire qu'à partir de ce clivage, le gosse ne peut pas produire de l'inconscient, il ne peut produire aucun désir, il ne peut produire aucun énoncé. Tout est piégé d'avance, là, au pire sens du mot. À la lettre, c'est foutu. Alors, le système de l'enseignement, c'est vrai que c'est comme ça aussi. C'est fait pour empêcher. Et je crois que la psychanalyse, elle sait très bien ce qu'elle dit quand elle nous dit « ton inconscient, il est derrière toi ». Et toute la mystification psychanalytique, et peut-être aussi la mystification littéraire, parce qu'après tout, la psychanalyse, c'est une littérature comme une autre, c'est la littérature du petit névrosé, c'est la littérature du pauvre, quoi. C'est une espèce de littérature d'un prolétariat névrotique. Hein. Et elle fonctionne précisément en empêchant la production d'inconscient. On n'a aucunement le droit de prétendre que les nuages s'amoncellent. Oh non! Vous êtes à l'écoute de l'émission Dialogue. Dialogue à la faculté de Vincennes, dans une salle aux cloisons minces,
sont réunis Hélène Cixous, Gilles Deleuze, des étudiants. Une étudiante reprend la parole. Bon, je voudrais peut-être revenir à cette idée de la littérature marchande, parce que je crois que ça n'a pas été très très bien défini. Si on retourne assez en arrière, par exemple, mettons, je sais pas, Homère, Platon, on pourrait dire que leur premier désir, c'était de communiquer ce qu'ils avaient à communiquer, qu'ils étaient peut-être payés, dans le sens que le poète, bon, lui donnait à manger, à boire, etc. Mais nous, quand nous lisons ces textes, on les achète, mais c'est pas Homère qui en bénéficie. Vous avez parlé de l'auteur en disant « il fait passer hein, », Kafka fait passer, Proust fait passer, la valeur marchande c'est la maman, la lettre au père, etc. Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, Platon, la valeur marchande c'est la beauté, la vertu, tout ça, mais que nous lisons beaucoup plus. Et puis alors la deuxième partie de ce que je voulais dire, c'était est-ce qu'il faut finalement oublier tout ça? Le poète américain Ezra Pound a dit la culture c'est quand on a oublié quel livre. Quel livre, oui, mais il ne dit pas tous les livres. Alors est-ce qu'on peut finalement oublier tout ça? Est-ce qu'on peut faire parler le tiers-monde de soi-même en oubliant tout? Nous faisons partie de cette culture, nous allons à l'école. Nous avons toutes ces vagues citations en tête. On peut très bien ne pas dire quand on écrit que ça vient de Platon, mais probablement que ça viendra de quelque part. Ce n'est pas l'inconscient. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait passer. Le langage travaille. On peut relire un texte très ancien. Est-ce qu'on peut dire il fait passer? Enfin, c'est nous qui le faisons passer. Oui et non, oui et non. Ce que vous dites, ça vaut absolument en effet pour nous. Je crois, pour reprendre votre exemple, que l'on lira de moins en moins Platon. Oui. Oui, mais pourtant, alors Platon vous dites, oui, mais maintenant, nous on l'a lu. Alors comment l'oublier? Est-ce qu'il faut l'oublier? Ça, la question, elle me paraît, c'est notre affaire à chacun. Je veux dire, j'oserais même pas y répondre. Chacun trouve ce qui lui convient, oublie ce qui lui convient, tout ça. Si vous voulez, le thème actuel des retours. Le retour à Freud, le retour à Marx. Je crois que c'est vraiment des manières de colmater les brèches. C'est-à-dire l'avenir, c'est que de moins en moins de gens liront Freud, de moins en moins de gens liront Marx. Et pas pour lire autre chose, mais pour écrire en vertu d'une espèce de processus de leur expérimentation à eux. Et qui ne se fera pas sous forme de retour. C'est encore un moyen de sauver les trucs. Il y a eu les deux grands instruments de la culture, et là on saisit ce que veut dire l'oppression culturelle, il me semble. Ça a été par exemple dans mon domaine, dans la philosophie. Le premier grand instrument d'oppression, ça a été l'histoire de la philosophie, parce que ça a tué des tas de types, enfin très bien, des types très bien. Mais pendant 10 ans, on leur a expliqué, comprends, faut avoir lu Platon, faut avoir lu Kant, etc. On ne pouvait plus, c'était foutu, quoi. C'est en sens que l'agrégation tue. On n'en peut plus, c'est fini après. Et puis, alors, on fait une thèse sur Platon, on l'a tellement lu. Aujourd'hui, ça ne marche plus tellement dans mon domaine. L'histoire de la philosophie, elle a une grande chute, ça ne paie plus à la lettre. Alors, on a inventé un truc plus pervers, plus technocrate. C'est la nouvelle forme, ça suit les autres histoires d'oppression. À l'oppression classique traditionnelle succède une oppression beaucoup plus technocratique, plus réformiste. C'est l'épistémologie. Oh, c'est formidable, l'épistémologie, parce que cette fois-ci, on n'opère plus un écrasement de la création possible en vertu des grands auteurs, on l'opère au niveau du concept. Alors là, c'est encore mieux. La machine à concept, on a moins de chances de s'en sortir encore. Et bizarrement, ça donne la main à une espèce de histoire très spéciale, puisque l'épistémologie freudienne, c'est le retour à Freud, l'épistémologie marxiste, c'est le retour à Marx, etc. Mais moi, j'ai l'impression que tout ça, ça ne se fait que précisément parce qu'ils sentent ce que j'appelle des lignes de fuite. À savoir que là, j'ai pas besoin d'être devin pour annoncer très gaiement, mais c'est foutu.
Freud, c'est foutu. Pas parce que, encore une fois, là, je ne veux pas dire que comprenez bien que c'est mes livres à moi qui vont remplacer. Je veux dire parce que ce sera remplacé par autre chose qui ne sera pas du livre. Et il n'y aura pas... Et oui, et c'est les derniers jours d'une lecture de Freud, les derniers jours d'une lecture de Marx. C'est fini tout ça. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est exactement ce que faisait Socrate, sauf qu'il n'avait pas de micro. Mais son micro, c'était Platon. Enfin, il a été enregistré. Et pourquoi enregistrons-nous ça, finalement c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait un texte? Non, je comprends pas. En vertu de ce qu'on a dit dès le début, finalement, de la question de départ. À savoir que faire passer des espèces de lignes de fuite, des espèces de décodage, c'est pas en dualisme avec les codes. Ça peut se faire qu'à l'intérieur des codes, ça peut se faire que par-dessous les codes. Alors c'est donnant-donnant, c'est une espèce de combat. Il y a des machines, même pas de récupération, c'est presque de pré-récupération. Elles sont déjà toutes montées avant que quelque chose naisse. Il y a déjà des appareils de parti, des appareils d'État, avant que quelque chose se forme. Bon, il y a ça. Il y a d'un autre côté le fait que ça n'empêche pas que ça fuit constamment par tous les bouts. C'est ça notre système. Et puis, ça n'empêche pas que les machines récupèrent ce qui fuit. Mais voilà que ça fuit par un autre bout. Alors c'est toujours sous les codes, il n'y a pas d'un côté le domaine des codes et puis le domaine du non-codé. Si on tente la moindre des choses, on passe forcément par des formes codées. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on a mis une épingle au bon endroit de telle manière que ça fuit, que quelque chose là. C'est pour ça que je crois que aussi dans les phénomènes actuels, ce qui distingue de l'interprétation marxiste, c'est ceci, c'est que les marxistes, on les reconnaît facilement parce qu'ils pensent la plupart des choses en termes de contradictions. Une situation étant donnée, ils disent assignons les contradictions. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent c'est pas ça. Un système, il vide ses contradictions, il est très content avec ses contradictions, bien plus sans contradiction, il ne marcherait pas. Ce qui met en question un système, c'est beaucoup plus que des contradictions, c'est les endroits où ça fuit de la manière la plus inattendue. Je reviens toujours à l'exemple, enfin, qui est déjà vieux maintenant, de mai, la surprise de mai. Tout d'un coup, ça se met à fuir par là. Tout le monde est fasciné. Même le président de la République, même le Premier ministre, il regarde ça en se disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Alors, faut pas dire, il y a un domaine qui serait le non-codable, en dualité avec les codes. Il faut dire qu'il y a une tension intérieure à chaque code entre ce que le code codifie et des espèces de flux qui tentent une percée, qui tentent de fuir. Et vous avez raison de dire que ce sera récupéré, pas sûr, ça fuira ailleurs. Oui, mais la mémoire, c'est quand même un texte, c'est un code, comme vous l'avez dit. La mémoire, oui, évidemment. Que ce soit enregistré comme ici ou que ce soit à l'intérieur de notre petite tête. Eh bien, peut-être qu'un jeune homme en province, tout d'un coup, la fuira en écoutant ça, là, il fera sa ligne de fuite à lui. Je sais pas, moi, ça peut être à 100 km d'ici. À cette minute, des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira « Elle ne va pas me claquer entre les doigts la garce ». À cette minute, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est -20 ou -5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, 2 policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage, sous son lit, et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait froid.
Un jeune homme, ici et maintenant. Moi, Deleuze, je trouve ça curieux quand tu parles de production de l'inconscient et que tu as l'air de vouloir rapporter quelque chose qui serait de l'ordre de l'antiproduction ou de la non-production de l'inconscient du côté de la psychanalyse et surtout chez Freud. Puisque de par essence même, enfin, il y a psychanalyse parce qu'il y a justement un après-coup qui est destiné à recorriger quelque chose qui s'est formé comme ça au fil du temps. Et d'ailleurs, Freud le dit bien. Il dit « Je n'ai pas prétention de créer de l'inconscient ni de faire quoi que ce soit de créatif. Simplement, je recorrige certains effets qui ne peuvent être faits que parce qu'il y a du déjà fait, du déjà existant, quelque chose qui se trouve comme ça et qu'on redit après coup. Dans quelle manière, dans quel code ? Eh bien, il n'y a qu'un code, il n'y en a pas 36. Il y a le langage. Mais je ne vois pas comment on peut essayer d'avancer quelque chose qui tendrait à croire qu'il y aurait une brèche par laquelle tout d'un coup il y aurait rupture d'avec ce qui serait de l'autre côté, c'est-à-dire de l'idéologique, du transmis comme ça, dans la psychose. Oui, du côté de la psychose, on peut voir un trou, effectivement. Mais alors attention, si on va chercher à pointer de la psychose de la manière psychiatrique, ou si on va chercher à la pointer de la manière axiomatique, telle que par exemple essaie de le montrer Freud, ou par exemple comment on parle Leclerc, comme un trou dans un tapis, c'est-à-dire, proprement parler, le vide, ou alors comme essaie justement de le cerner Lacan, c'est-à-dire, comme une circulation entourant une béance, je veux dire que cette béance-là, c'est à proprement parler quelque chose qui échappe, mais qui n'échappe pas en tout cas, ni à l'inconscient ni au conscient, qui n'échappe pas du tout au signifiant. Elle est constituée par des signifiants. Elle est constitutive au moment même où on le cerne. C'est exactement d'ailleurs ce qu'on peut articuler autour du fantasme. C'est-à-dire qu'au moment où on parle d'un fantasme, au moment où il agit, il y a du fantasme partout. Et que le fantasme, à aucun moment on peut s'en délivrer, surtout pas au moment où on l'agit, où il agit. Alors, je ne vois pas ce que tu appelles les brèches, les fils, le trou, et je vois pas du tout comment tu articules que la psychanalyse, c'est pour empêcher l'inconscient de se produire. Oui. Oui, là, c'est pas que je voudrais pas parler ou répondre, ou essayer de répondre, mais pardon de dire que je sens une telle différence radicale dans notre évaluation de la psychanalyse que j'ai l'impression que je me sens désemparé, il n'y a même pas matière. Toi, tu reviens en me disant fantasme signifiant trou, alors que moi je dis tout ça c'est précisément les mystifications de la psychanalyse. Alors je dis pas du tout j'ai raison et toi tort, mais je dis que on parle à une telle distance l'un de l'autre qu'en effet lorsque tu me dis je vois pas ce que tu veux dire, moi je ne peux dire je vois ce que tu veux dire que parce que ce que tu dis a été en tout cas en partie dit par Lacan, dit par Freud, et que tout ça c'est une pensée qui en effet m'est tellement étrangère que j'arrive là et je dis ah bon. Il y a quand même une réflexion que je voudrais te faire au sens de ce qui se donne de ce qui fait la spécificité d'un discours. Je veux dire que quand l'inconscient, par exemple, Lacan dit l'inconscient est structuré comme un langage, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en tout cas, l'inconscient ne se donne pas n'importe comment. Je souffre, oui, je souffre. Écoute, si on parlait très concrètement, notre différence, tu me dis, qu'est-ce que ça veut dire ton histoire de production d'inconscient ? Ça veut rien dire parce que enfin, si la psychanalyse fait quelque chose, c'est de la production d'inconscient. Moi, je veux dire des choses très concrètes. Un psychanalyste, c'est quelqu'un chez qui tu entres, et si tu y entres, tu es déjà persuadé que ton inconscient, tu l'as, pas entièrement, tu l'as pas terminé puisque tu vas en analyse, mais que il est déjà dans ton dos. Qu'il y a un inconscient qui préexiste, un inconscient de la petite enfance, etc. Et puis, deuxième point, tu sais que cet inconscient qui est déjà là, c'est un inconscient qui va être interprété. Je dis pas des choses fortes, là. Alors, faut pas me ramener des notions compliquées comme forclusion ou Lacan, signifiant. Là, je parle vraiment au niveau le plus rudimentaire. Moi, je dis comme ça en rêvant, mais je dis... je me réclame un peu du droit de... Je dis, pour moi, ça me paraît... la tâche à faire, c'est le contraire. À savoir, la tâche à faire, ça consiste en ce que chacun sache, sur un mode quelconque, je sais pas,
que son inconscient, il n'est pas déjà là. Bien plus qu'à aucun moment il n'a été déjà là. Que quand il était enfant, il produisait de l'inconscient, pas du tout comme un psychanalyste pense que de l'inconscient se produit. Je ne sais pas, je voudrais opposer des notions comme le souvenir d'enfance, qui est très typiquement psychanalytique, et une activité d'enfance d'une toute autre nature, qu'il faudrait appeler quelque chose comme les blocs d'enfance. La vraie enfance telle qu'elle produit des trucs, enfin. Et puis, la seconde différence dont je rêve, c'est que pas d'interprétation. C'est en sens que j'emploie production d'inconscient. Et quand ça fonctionne concrètement, la psychanalyse, hors du cabinet de l'analyste, je reviens au thème que je disais, c'est clair que tout est fait pour empêcher, c'est très concret, pour empêcher concrètement que l'enfant produise de l'inconscient. On lui a déjà fait un inconscient tout préparé, renvoyant soit au père, soit au nom du père, mais le progrès est quand même mince. On lui a déjà tout préparé, une grille, un code de l'inconscient, il faut qu'il s'y coule. Et dans les instituts, c'est bien comme ça que ça se passe. Encore une fois, ce clivage de l'enfant, mais je ne sais pas si tu étais là quand je parlais de ça. Un petit gars casse un carreau dans un institut. Hein. Bon, ça, c'est dans le cours de ses jeux ou de ses travaux. Ça a un rapport avec l'éducateur. Mais l'instance supérieure qui va dire ce que ça veut dire, c'est le psychothérapeute. Il y a un clivage qui est opéré chez l'enfant et qui, par définition, va l'empêcher de produire de l'inconscient. Et produire de l'inconscient, c'est le produire dans le groupe. C'est pour ça que tout ça, ça met en jeu des questions politiques. C'est toujours le produire dans un groupe donné, qui n'est jamais le groupe familial. Il suffit de voir ce que font les enfants. C'est pas dans le groupe familial qu'ils opèrent. Alors je veux dire, quant à ta question, là je sens que, oui, on parle si peu le même langage que c'est... je suis désolé de te dire ça, mais j'ai l'impression que tu as une conception assez littéraire ou tout du moins religieuse de l'inconscient. Tu as tendance à l'aborder, enfin c'est ce que j'en perçois, hein, tu as tendance à l'aborder d'un point de vue, politique, par exemple, comme Marcus, comme Reich, ou sociologique, ou alors un petit peu comme ça métaphysique, alors que Freud a justement... il a été repris par Lacan là-dessus, et on ne peut pas le dénier, hein, essayer de prendre le langage comme seul outil, parce que ça ne se donne pas par ailleurs, ça se donne par le langage, et le langage du sujet, c'est-à-dire de celui qui parle. Et peut-on ne pas porter foi au dire du sujet? Et quand tu parlais d'interprétation tout à l'heure, tu disais que le psychanalyste interprétait. Mais l'interprétation ne vient pas du psychanalyste. À aucun moment elle vient du psychanalyste. Le psychanalyste est muet. Il est muet, et même quand il parle, il est sans parole. Elle vient du sujet qui en fait l'interprétation. Tu parles comme un psychanalyste. Voilà. Je suis désolé. Ils disent tous ça. Oui. Et oui, mais le deuxième problème, c'est que, par exemple, ce que tu rapportais à l'enfant tout à l'heure, lorsque tu disais que l'enfant ne produisait pas l'inconscient, et surtout pas dans la structure universitaire, à quelque champ qu'elle soit, hein, d'accord. Et il ne produit pas d'inconscient au sens que on ne le lui demande pas, on lui demande de produire autre chose, c'est-à-dire du savoir. C'est-à-dire effectivement de répéter, de prendre en charge une certaine structure sociale, mais avant tout, il y a l'acquisition du langage. Et la psychanalyse met bien l'accent là-dessus, c'est-à-dire que c'est l'acquisition du langage qui est déterminante. Et tout se joue là. Et on peut dire effectivement qu'il y a un clivage, mais qui est un clivage purement comparatif, qui n'a aucune valeur en soi, qui est clivage entre le langage, c'est-à-dire le symbolique, c'est-à-dire ce qui est commun à toute personne qui parle, c'est-à-dire les symboles qui s'en dégagent, et d'une part quelque chose qui serait en deçà du symbolique, l'imaginaire ou tout ce que tu veux, en tout cas l'inconscient, c'est-à-dire quelque chose qui fait que chaque individu ne s'inscrit pas de la même manière dans le symbolique. Écoute, là, faut me faire quand même un tout petit peu confiance, j'ai beau m'efforcer à toute force d'oublier tout ça, que tu me ramènes... Tu te doutes bien que j'en ai déjà entendu parler de tout ça. Pour moi, en effet, le symbolique, le signifiant, etc., c'est des trucs très très néfastes. J'y tiens pas. J'essaie de... tout ce qui me plaît va dans un autre sens. La question, c'est ça. La question, alors, au niveau polémique, au nom de quelle argumentation, toi, tu articules autre chose sur le statut de l'inconscient. C'est-à-dire que, du point de vue purement polémique, on peut te rétorquer de dire qu'est-ce que tu en sais, toi, de l'inconscient, hormis que chaque psychanalyste en sait d'une part de son analyse personnelle, et deuxièmement de la pratique qu'il a
Alors qu'est-ce que toi tu en sais? Enfin, je ne cesse pas de réclamer le droit à l'incompétence. Ah oui, mais... Ah oui, d'accord, mais... Si tu me dis, mais pourquoi, mais de quel droit tu dis ça? Moi je dis... C'est pas un droit au sens législatif. Aucun droit, mais vraiment aucun droit. Moi ce qui m'intéresse, c'est le cas des types, c'est le cas d'une espèce de sous-prolétariat de la psychanalyse. C'est-à-dire des types qui déjà à 20 ans, à 25 ans, ont subi mais des années d'analyse. Alors à la fois ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il n'y a rien d'autre, alors on va y retourner. C'est cette espèce d'atmosphère actuelle qui préfigure une grande crise pour la psychanalyse. Là, il ne s'agit plus de parler en termes de signifiant ou pas signifiant. Il s'agit presque de voir, je ne sais pas, des choses comme ce que représente la psychanalyse du point de vue économique mondial. Ça m'intéresse. Les types de 25 ans qui ont déjà 5 ans d'analyse derrière eux, ça m'intéresse énormément. Alors si tu me dis... de quel droit, même je grossis ce que tu dis, de quel droit tu parles, je réponds modestement, soit d'aucun droit, je suis incompétent. Je le prends le droit et puis voilà, c'est tout. Ou bien alors, réponse plus nuancée, eh ben je parle non pas au nom d'eux, je ne me permettrai pas, mais en rapport avec ces types qui à la fois sont coincés, sont dans une analyse interminable, en ont marre et ne voient pas de moyen de s'en tirer autrement. Traducteur, traduisez. Hélène Cixous, vous vouliez intervenir? Moi, je suis très intéressée par le dialogue qui vient d'avoir lieu, parce que d'abord, ce que dit Gilles, c'est pour moi de l'ordre d'une sorte d'évidence. Non, mais en plus, j'aperçois, puisque là, pour une fois, enfin, ça se passe comme ça des deux côtés, alors il y a cette espèce de stéréo discordante, et j'aperçois vraiment deux positions qui, d'une certaine manière, m'amusent énormément. Bon, j'ai lu les textes analytiques, ça me passionne d'ailleurs, je trouve ça, enfin bon, surtout Freud, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire et que je trouve très marrant tout le temps. D'ailleurs, je vous en ai lu, j'en parle, etc. Je m'en sers, bien. Je m'en sers à ma manière, qui ne cherche pas à être orthodoxe, parce que bon, je n'ai jamais suivi de cours de psychanalyse ni passé en analyse, bien que j'ai des amis analystes. Et puis, en effet, je pense qu'une production de l'inconscient, c'est d'abord, pour moi, à la fois la forme du désir et le désirable, c'est ce à quoi je m'amuse d'ailleurs quotidiennement, à ma façon. C'est ce que je vous suggère de temps à autre quand je discute en vous disant pourquoi est-ce que vous venez, faisons ce qu'on a envie de faire, ou bien rendez-moi des rêves plutôt que des textes de commentaires ou des trucs de ce genre. Bon, je sais très bien que de ce point de vue-là, mon entreprise est très très terriblement étriquée. Mais quand Gilles décrit la situation du gosse pris comme ça dans un certain système, ça me paraît tellement évident. Enfin, je ne sais pas, tout le monde peut l'avoir vécu. Moi, j'ai des enfants, je sais très bien comment on peut très vite arrêter toute possibilité comme ça, de lancer quelque chose d'absolument nouveau et qui n'a pas du tout à obéir à quelque ordre de conscient, de raison, de logique, d'école que ce soit. Moi, je n'écris d'ailleurs que comme ça, enfin, que dans la lancée de quelque chose qui m'entraîne. Et je pense que c'est une forme d'expérimentation comme une autre. Maintenant, pourquoi est-ce que les analystes et les analysants, pourquoi est-ce qu'ils ne considéreraient pas leur situation justement comme une expérimentation? Comme ça. Mais ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais puisque c'est totalement, alors, à mon avis, récupéré par cette espèce de sérieux. Comment dire? Moi, je pense que c'est ça qui est totalement théologique. C'est-à-dire que vraiment, c'est très étrange à quel point tous ceux qui relèvent de l'analyse, enfin qui la pratiquent d'une façon ou d'une autre, ont à l'égard des autres la position de la vérité scientifique, même s'ils disent le contraire, même si Lacan passe par derrière, etc., pour dire attention vérité ou attention fiction, etc. C'est absolument incroyable à quel point ça devient de l'ordre du « j'ai trouvé ». Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je rêve toutes les nuits. Je fais, je sais pas, je me raconte toutes les nuits 500 000 histoires différentes. Et puis, je manque pas de paroles, je m'amuse bien, etc. Je vois pas pourquoi j'irais me faire analyser. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors justement, on me répond tout de suite par le mystère. C'est-à-dire, tu sais pas justement ce que ça t'apporterait. Bon.
Par exemple, je me pose à moi la question que l'analyste pourrait me poser, mais alors qu'est-ce que tu as à en foutre de la psychanalyse, justement? Mais justement, ça me passionne comme une sorte d'énorme récit, un peu délirant, avec des millions d'épisodes, et puis aussi parce que actuellement, pour moi, c'est le lieu qui a ramassé, mais de façon très parcimonieuse, justement, les écrits ou les productions d'un certain nombre de cas. Je dois dire que c'est d'ailleurs ça surtout que je vais chercher et que j'écoute. Et je me pose toujours la question de savoir pourquoi la majorité des gens qui ont produit quelque chose, pourquoi est-ce que tous les énoncés qui doivent être absolument fabuleux de centaines de milliers de gens qui ont été pris dans ce système n'ont jamais été donnés à entendre. Moi je cherche ça. Mais bon, tout est mort comme ça, hein, tout est pris dans le lit silencieux de la cure. Je m'excuse de sortir un petit peu du champ de la psychanalyse. Je voudrais essayer de revenir sur les problèmes de l'écriture. Et tout ce qui m'a semblé depuis le début de ce débat, c'est que vous semblez avoir, aussi bien vous que même vous aussi, Deleuze, une conception de l'écriture immédiate qui me semble pécher un peu peut-être par un peu d'idéalisme. Et je voudrais savoir comment vous vous situez par rapport, par exemple, aux travaux de Derrida et à certaines notions comme le détour ou comme la différence de la trace et ces choses-là. Enfin, comment vous vous situez même par rapport, vous, Hélène Cixous, dans votre pratique d'écrivain, disons. Enfin, de sujet scripteur, ce sera peut-être mieux. Bon, ça, c'est très difficile de répondre de façon succincte, en tout cas. D'abord parce que de l'écriture immédiate, ça existe. Mais maintenant, ce que moi je publie, par exemple, ça n'est pas, disons, le produit immédiat d'un acte d'écriture. Mais je vous dirais des banalités, comme par exemple le fait que quand j'ai commencé à écrire, j'ai pas écrit pour publier, donc... j'ai été publiée par hasard, ce sont des histoires accidentelles, et puis ensuite je suis rentrée dans le circuit de la publication qui à ce moment-là formalise tout à fait autrement le rapport à l'écriture. Mais bon, qu'est-ce que je fais? J'écris énormément. J'écris pratiquement tous les jours quand je peux, enfin quand je suis chez moi ou n'importe quoi. Ça signifie simplement que j'en ai envie, que je peux, que c'est une sorte, je sais pas, vous fumez, enfin bon, il y a des millions d'activités. Moi j'adore ça m'amuse depuis très longtemps, et puis je trouve que c'est un moyen d'expression parmi bien d'autres, qui, premièrement, est parfaitement accessible. On n'a pas besoin... Ça, c'est une question d'économie simple, pratique, matérielle. Pas besoin de caméra. Moi, je rêve de faire du cinéma, mais je peux pas. Bon, alors j'écris, c'est autre chose. Hein. C'est plus facile à manier. N'importe qui peut le faire. C'est par excellence l'art populaire, si seulement on pouvait le donner à tout le monde, si justement il n'y avait pas d'interdit sur l'écriture. En tout cas, je pense que dans ce que je fais, c'est comme une façon de multiplier l'univers auquel j'ai accès par... je sais pas, enfin, par l'illimité, l'infini, je sais que je pourrais en fabriquer à l'infini. Alors je suis ravie. Bon, puis d'autre part, il y a certainement de ma part aussi un appui que je ne cache pas et qui est pour moi vital sur l'énorme production de rêve qui est la mienne. C'est-à-dire que je m'ennuierais mortellement, je crèverais si je ne visitais pas tous les univers qui n'ont encore jamais été vus pendant la nuit. Donc ça, c'est le brut, si vous voulez. Hein, c'est le mien. Mais ensuite, je passe à l'autre, puisque je publie. Alors, en passant à l'autre, je commence à faire une sorte... je commence à organiser tout ça. Je construis, je retaille. Je fais finalement un travail absolument énorme sur... Et comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce travail, justement? À ce travail de transformation, d'organisation pour une publication? C'est pas pour... Est-ce que c'est ce que vous rajoutez de valeur marchande, disons? Ah non, d'abord, en général. Je vous dirais que, assez curieusement, on me reproche plutôt ça. On m'appelle intellectuolâtre ou je sais pas quoi, enfin bref. Non, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de m'amuser avec la matière. La matière qui est, mon corps, qui est le langage et ce que j'en ai produit, et puis qui est ce dans quoi je me sens trempée, entraînée, avec quoi je joue constamment, où je vis. C'est-à-dire ma relation à autrui, une certaine histoire, bien. Et moi, j'ai un désir de regarder tout ça. Ça m'intéresse de tripoter, de regarder comment c'est fait, comment ça fonctionne. C'est un système comme ça de regard, qui est un regard érotique, véritablement. Moi, j'y prends un très grand plaisir. Et puis, c'est aussi un regard ironique. C'est un appareil qui est à la fois connaisseur,
c'est-à-dire la psychanalyse, j'ai lu, enfin un peu comme Gilles, la linguistique, j'ai lu, etc. Bon, et puis maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Je l'ai fait, je m'amuse avec, c'est une façon un peu parodique de dire, bon, je sais, et voilà ce que ça peut faire quand c'est devant quelque chose qui m'apparaît comme vivant et entraînant. C'est un peu ça. Une question? Il me semble que les gens ici se posent en deux groupes, plus ou moins. Il y a dans cette relation entre code et flux que vous posez, code et fuite, il y en a qui se posent dans le présent et vous disent que le code est là et on n'y peut rien. Et vous vous posez dans une sorte d'avenir, dans un espoir, à un moment où les fuites prendront le dessus. Mais vous dites que l'interprétation, il faut arrêter l'interprétation. Oui, il faudrait l'arrêter, mais comment vous pouvez arrêter le désir d'interprétation? Parce qu'en psychanalyse... Le désir d'interprétation, il a un nom, ça s'appelle paranoïa. Et en effet, c'est très très important, ça c'est une question très importante. Que faire de ce... Qu'est-ce qu'on peut faire? On reste là et on attend que ça passe. Il y a deux sortes de gens très très dangereux, c'est ceux qui ne cessent pas d'interpréter et c'est ceux qui s'offrent perpétuellement à l'interprétation. Il y en a dont chaque geste consiste à dire interprétez-moi. Alors, bon, ça c'est le couple, c'est le grand couple paranoïaque. Mais même dans l'intervention de Hélène Cixous, où elle nous raconte sa manière d'écrire, comment ça se passe, on remonte, on veut voir comment ça fonctionne, avec un sourire ironique, mais quand même c'est un désir. J'entends bien, si vous voulez dire l'ennemi, il est en nous. Mais évidemment, il est en nous. Quoique là encore, je plaide pour l'avenir. Il est en nous, le démon d'interpréter, le psychanalyste, il est en nous, c'est comme le flic, il est en nous. Comprenez, les choses, elles sont jamais tout à fait extérieures. Alors le paranoïaque, il est en nous, je meurs d'envie d'interpréter, je meurs d'envie d'être interprété. Il s'agit de savoir, finalement, les luttes qu'on mène à l'extérieur ou les luttes qu'on mène à l'intérieur, il n'y a aucune différence. Je veux dire, tout ça, il y a des glandes à sécrétion interne, il y a des institutions extérieures, ça se vaut. On a des glandes qui engendrent de la fliquerie, de la paranoïa, de l'interprétation, et puis il y a des institutions extérieures de fliquerie, de paranoïa, d'interprétation. Ça se complète. Hein. Alors, je dis que, il me semble, pas du tout chez tous, mais là aussi je fais une espèce d'appel, si vous appelez un espoir, mais j'appelle ça plutôt une attention peut-être à des petites choses, toutes petites qui se passent actuellement. Moi, je crois qu'arrive une génération, et c'est pas pour flatter ceux qui sont jeunes ici, parce qu'ils ne sont pas du tout tous comme ça, mais il y a certains éléments des générations jeunes qui vivent alors sur un mode, comme naturellement. Ce que nous, enfin ce que dans ma génération, on a obtenu par une espèce de conquête, de lutte, s'empêcher d'interpréter, parce que tout ça, il y en a marre. Enfin là, je parle en mon nom, je parle pas au nom de tout le monde. J'en ai marre donc, mais je me sens tout le temps, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? T'interprètes, t'es un pauvre type, ça te reprend, c'est la paranoïa, quoi. Bon, je dis juste que beaucoup de types jeunes fonctionnent ou commencent à fonctionner sur un tout autre mode. Et c'est ça alors qui me fascine, j'ai l'impression, dans leur vie privée, dans leur vie sexuelle, dans leur vie, etc. Ils n'interprètent plus. Et bizarrement, là où on s'attendait à ce que ça naisse, c'est pas là que ça naît. Moi, je me serais dit, par exemple, le MLF, ça devrait être une machine d'anti-interprétation. Ben non, c'est terrible. Jamais autant que dans le MLF, on a interprété. C'est même devenu une sous-section de l'école freudienne. C'est fantastique ce que ça interprète. Tandis qu'il y a des jeunes gens là d'un tout autre type. C'est pour ça que je dis, on ne sait jamais par où ça fuit. On a l'impression que vraiment... On attend, Godot. On attend, qu'est-ce qu'on fait? Ils expérimentent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Vous? Oui. Vous, c'est votre problème. Non, parce que vous parliez de l'écriture, par exemple. Quand même, les gens qui écrivent, c'est les intellectuels, et plus ou moins ceux qui ont, quand même, pour qui l'écriture est un objet de désir. Est-ce que la fonction de l'intellectuel, elle n'est pas en train de changer aussi? Rien n'est fixe comme ça.
Oui, mais nous sommes les là. petits intellectuels de demain, ce sera plus du tout des intellectuels comme encore Hélène Lay, moi je sais pas, à plus forte raison comme je le suis. Oui, mais c'est quand même vous qui êtes un intellectuel universitaire, tout mais ça, qui rêvait cet avenir. Alors... Vous pouvez toujours me ramener à la dure réalité, mais je ne me vis pas comme un intellectuel universitaire, non. Je le suis, oui, mais je suis pas sensible aux contradictions, ça m'est égal. Non, mais c'est pas ça, oui, Alors je me vis pas tellement comme ça. Faut que je parte. Avant que tu partes, j'aimerais bien te dire un truc parce que en attendant cette société future, où nous serons tous des Marx et au fond de nous-mêmes assassinés, je ne sais quel Mozart. J'aimerais bien. J'ai jamais dit ça. Ben ça prouve au moins que je t'ai jamais écouté. Alors, en attendant cet avenir, d'ailleurs j'adore cette dimension de générosité qui est très belle, mais tout de même il véhicule l'Oedipe, l'enfant d'avant-hier, ce plaisir, ou dirait mieux que moi tout à l'heure le camarade, mais je m'excuse, là je vous présente, j'ai rien compris. Bon, j'aurais aimé qu'il le répète en français. Mais en attendant, je sais pas moi, il y a toujours cette institution, il y a toujours ce père, n'est-ce pas, grâce à qui on a tout de même eu Kafka, cette mère qui a donné naissance à je ne sais quel Proust, mais je sais pas, ça continue, Non, là c'est bien ce que tu dis, c'est vrai tout ça. Mais c'est vrai. Moi j'ai l'impression que je ne parle au nom d'aucun avenir, hein. Je dessine pas du tout une société future. Et lorsque tu ajoutes, mais en attendant actuellement, Oedipe ça existe, mais je suis tellement d'accord. Évidemment ça existe. Et même ça sert et ça marche très bien. Je ne veux pas du tout dire que ça marche pas. Je dis que l'enfant a à côté de ça, ou à travers ça, ou à travers ce code-là, une vie d'une toute autre nature. Et qu'il suffit de regarder un enfant pour voir comment il vit sur ces deux points. Or, je dis que c'est dès maintenant qu'il y a tout le temps les deux trucs mêlés. Comment, par exemple, les gosses mènent une vie extra-familiale, non édipienne, etc. D'une toute autre nature que celle qui menait il y a 20 ans. Parce que ça change tellement, ça bouge à toute allure, tout ça. C'est tous ces petits phénomènes de changement actuels. Lorsque je parlais de changement dans la conception que les types jeunes aujourd'hui ont d'écrire, que ça ne veut plus du tout dire la même chose que ce que ça voulait dire pour ma génération. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe par-ci, par-là. Non, mais ce qu'il a dit, il n'y a pas de problème. D'abord, ce que l'on dit constamment, et on le reconnaît à chaque seconde, c'est encore une fois qu'on est ici, quoi. On est tous pris dans cette situation. On a tous eu, encore nous tous, je crois, père et mère, etc. Et un de nos efforts, si ça nous intéresse, c'est d'essayer de voir comment on peut faire pour ne plus en avoir eu après en avoir eu, ce qui est assez compliqué pour nous. Et ce qui ne se posera peut-être plus dans les mêmes termes, juste pour les gens qui ont un tout autre âge. Je sais que Gilles a des gosses qui ont le même âge que les miens, à peu près. Et moi, je vois très bien, j'envie mes enfants, j'en suis absolument béate. Je les regarde tous les jours, je me dis qu'ils auront toujours, je ne sais pas combien c'est incalculable, le nombre de siècles d'avance par rapport à moi, parce qu'ils ont complètement, ils sont dans un monde où tout le système dont nous sommes, nous, encore terriblement tributaires est déplacé, puis qu'ils déplacent sans cesse. Là où je diffère légèrement de Gilles, c'est quand même dans une certaine manière que j'ai de désirer un avenir. Et je pense que c'est d'une certaine manière, en tant que femme, parce que je dois dire que c'est quand même très casse-pied, c'est fatigant, c'est lassant d'être pris dans le système à dominante masculine depuis toujours et de voir comment ça fonctionne, etc. Bien. Alors je pense, et c'est là que le MLF en effet est décevant, j'y suis pas, j'ai tenté d'écouter ça de temps à autre, bon, puis c'est pas la peine. Je pense qu'il y a une catégorie de gens qui emportent comme ça une situation, et qui ont une puissance de transformation fantastique, ce sont les jeunes, et ça me fascine depuis très longtemps. Et puis, je pense aussi, mais alors là c'est beaucoup, beaucoup plus lent, à mon avis, beaucoup plus difficile, et peut-être que je me trompe d'ailleurs, qu'il y a une espèce de gens qui arrivent, ou qui va arriver aussi à commencer à troubler toute la surface et à transformer, c'est les femmes d'une certaine manière. Mais c'est terriblement difficile à effectuer, je crois. Il y avait peut-être une question extérieure à poser.
Qu'est-ce que ça signifie enseigner la littérature et la philosophie à Vincennes? Parce que là, on a eu un dialogue qui est allé un petit peu dans tous les sens tout en restant autour du sujet. Et je m'aperçois qu'il y a des cloisons qui sont pas étanches. Enfin, philosophie, littérature, on a parlé de tout, psychanalyse, enfin... Bon, disons, si tu veux, moi je donnerais alors une réponse en posant comme ça une position arbitraire de départ qui est qu'est-ce que c'est être prof de littérature, ce qui est déjà une question complètement dingue, mais enfin bon. Mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est que nous, les autres, disent quel effet ça leur fait, parce que je crois que ça pose des tas de problèmes. Et moi, je sais que personnellement, je suis complètement déroutée ici. Bon, je suis là, je suis prof. Alors, à ce moment-là, j'ai une sorte comme ça d'obligation. C'est-à-dire que je suis prise dans l'établissement, ça tout le monde le sait. Ça n'aurait aucune importance puisque finalement Vincennes a ceci qui est, disons, la seule grande victoire universitaire à mon avis, que au fond, en principe, nous ne sommes pas programmés par l'enseignement national, etc. Mais il y a un horizon dont je ne connais pas très bien d'ailleurs la valeur pour les étudiants en général. Je ne suis pas sûre de ce qu'ils en pensent et je ne sais pas d'ailleurs, bon, je crois que c'est à eux de répondre là. Cet horizon-là, c'est l'horizon concours. Vincennes lui a toujours tourné le dos jusqu'à maintenant. Et puis je dois dire aussi, très franchement, que nous avons une façon de parler ici, les uns et les autres, qui fait que il faut vraiment aller à une autre école pour apprendre le langage, enfin le code des agrégations, etc. Et ça, c'est une expérience que tout le monde fait. Bon, alors on parle autrement. Et disons que cet horizon, ça me barre quand même. Moi, je le sens comme ça, vaguement comme une sorte de culpabilité, parce que je me dis tout de même, c'est embêtant, et si ici, il y avait des gens qui voulaient, justement, viser cet horizon plutôt que, comme ça, enfin, partager cette espèce de gâteau parlé, là, dont je ne suis pas sûre du tout qu'il soit bon ou qu'il lève bien. Et c'est très problématique. Moi, je me sens toujours, finalement, malgré tout, presque de mauvaise foi. Parce que je ne tranche pas, parce que je n'ai jamais réussi à trancher, je n'ai jamais réussi à dire, bon, écoutez, enfin, évidemment, c'est pas à moi de le faire, ça devrait être une décision collective, mais je crois que personne ne l'a jamais fait. Moi, personnellement, j'aimerais faire enfin, la seule chose qui m'intéresserait véritablement, ce serait justement de commencer à parler le plus aventureusement possible avec tout le monde, et d'entendre tout le monde le plus aventureusement possible. Bon. Je ne crois pas du tout qu'on puisse faire ça, même à partir des textes littéraires. Ça, je l'ai su par l'expérience. Disons que j'ai longtemps été universitaire, et puis j'étais dans les cadres. Bon, alors là, j'étais bien obligée de ployer d'une certaine manière. Parce que je suis asservie. Je suis asservie parce que je suis payée. Et ça m'a toujours poursuivi, ça aussi. Si je n'étais pas payée, finalement, je dirais autre chose. Bon. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tellement parler de littérature, ou enfin que ça m'était de plus en plus difficile, parce que je pense qu'il y a un très 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 petit nombre de textes littéraires qui ont encore une actualité, qui ont encore une intensité, qui sont encore, pour nous, l'absolument vivant. Puis d'autre part, littérature, ça ne veut plus rien dire, sauf au niveau où on l'écrit. C'est ça surtout. Le seul problème que je finis par me poser, ou que je pose aux autres, c'est le problème d'un certain plaisir pris à prendre ce qui existe par un acte de lecture, par exemple, ou de mise en vision d'un certain nombre d'objets artistiques. Au fond, je me suis proposé, presque comme excuse d'ailleurs, pour ne pas avoir d'ennuis administratifs, quelques textes comme ça d'appui, mais on a mené une réflexion qui était terriblement digressive et qui peut à la fois être coupée n'importe où ou bien se perpétuer en tous sens, enfin bon, tout à fait explosée, et à ce moment-là, qui ne peut plus porter aucune étiquette, ni littérature, ni philosophie, enfin absolument rien de ce genre, sauf que, bon, la série de lieux qu'on a traversés sont des lieux en effet qui étaient soit appartenant à la littérature ou à la philosophie ou à l'ethnologie, enfin bon, ou à la psychanalyse. Mais vraiment, je crois qu'on a tellement disloqué la chose qu'on ne peut plus du tout lui donner de nom. Ce n'est rien, ce n'était rien, juste pour faire du bruit.
C'était Littérasophie et Philosophiture, un numéro de dialogue de Roger Pilaudin avec Gilles Deleuze et Hélène Sixou, diffusé pour la première fois le 11 septembre 1973 sur France Culture.